c'est parti. On a encore fait du retard, j'adore. C'est génial en ce moment. Donc, il y avait cet exercice qui est tiré du bac 2005. Est-ce qu'il y en a qui ont soit les sincères, est-ce qu'il y en a qui ont essayé de le chercher? Ouais, personne ne le répond. J'imagine que confiné, vous n'allez pas faire de la physique. Ouais. Donc, un photographe réalise une photographie en noir et blanc. Appareil photo 24 par 36. Il cadre entièrement son sujet dans l'objectif, dans le sens de la hauteur. Complétez le schéma ci-dessous représentant la position de l'image après une déprime. Alors, ce qu'il faut faire en fait, quand on fait ce schéma, tout bêtement, c'est tracer au moins 2 rayons. Donc, pour obtenir, le but c'était de trouver la position de l'objet AB. Pour faire ça, vous avez à tracer 2 rayons. Le rayon qui passe par D' et O, celui-là, il n'est pas dédié, donc il continue, il va tout droit. Le rayon qui passe par A' et par F', ben, si un rayon en sortie de lentille passe par la focale image, ça veut dire qu'il était parallèle à l'axe optique avant. Monsieur, Lucas m'avait vous rappeler, c'est oui, d'accord. Oui, oui. Imagina. C'est bon. Et donc, au final, ces 2 rayons en amont de la lentille se rejoignent au point, ce qui nous permet de trouver le point B. Et de façon perpendiculaire, vous tracez le point A de façon à avoir l'objet. Et on aurait pu tracer un 3e rayon. Lequel? Quel est le 3e rayon que vous aurez tracé? Ah, donnez un peu de vie au cours, là, parce que moi, je suis tout seul dans ma salle. Merci, Emma. Merci, Ronaldo. Très bien. Le rayon qui passe par F. Donc, en fait, si vous n'avez pas de rayon au départ, vous aurez très bien pu tracer le rayon qui ressort parallèle à l'axe optique. Qui ressort parallèle à l'axe optique. Et qu'il était passé par F. Et si vous tracez correctement, hein, vous retrouvez exactement le point. D'accord? Donc, ça, c'était une des méthodes. Je vous rappelle que c'était un sujet de bac, hein, ça, donc ça peut tomber. Et faire des petits traits comme ça vous fait gagner vachement de temps. Je peux passer, c'est bon? Par la critique après. Ouais. Ok. Donc après, c'était les calculs. Déterminer la position du sujet ainsi que sa taille, sachant que l'image se forme à 0,1 mm en arrière de la pellicule. Alors, c'était un sujet de 2006. Les sujets étaient plus complexes en 2006 qu'ils sont actuellement. Donc, là, on cherche la position du sujet. Le sujet, c'est l'objet. Donc, position de... Ah, j'ai une connexion qui bug. C'est reparti. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, position de l'objet, c'est caractérisé par OA. Alors, ce qu'on va faire... ouais, on va le noter. Nous, ce qu'on a une formule de conclusion. 1 sur OA', moins 1 sur OA est égal à 1 sur A', ou F'. Et vous, ce que vous cherchez ici, justement, c'est OA. D'accord? Donc, comment on fait? On sait que OA', il vous dit que l'image se forme à 0,1 mm après, en arrière de la pellicule. C'est-à-dire que normalement la pellicule est toujours située à la distance focale de votre lentille, de votre objectif, donc à 50 mm. Et elle se forme 0,1 mm plus loin, donc à 50,1 mm. OF' est égal à 50 mm. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est exprimer OA. Alors, on va refaire la démonstration. D'accord? Alors, je sais que vous avez le... Ah oui, alors, là-dessus. Donc, je vais faire la démonstration. Là. Donc, pour ça, on part du fait que 1 sur OA' moins 1 sur
OA. Alors, OA, c'est ce qu'on cherche. Je vais essayer de trouver un stabilo rouge. Sans problème. Pareil, toutes les couleurs sont du rouge. Ah, non. Nous, on cherche OA. Est égal à 1 sur F', vous pouvez garder OF'. D'accord, ça c'est pareil. Donc, il faut isoler ce truc-là. Comment on fait? Je fais passer 1 sur OA de l'autre côté, parce qu'il y a un signe moins, et 1 sur F' de ce côté. Donc, je vais avoir 1 sur OA' moins 1 sur F' égale 1 sur OA. Et moi, je cherche OA comme le dénominateur. Je fais l'inverse. Je vais dire que OA, c'est égal à quoi? À 1 sur tout ce qu'il y a écrit là. 1 sur OA' moins 1 sur F'. Et vous allez tout à remplacer. D'accord? Vous remplacez OA' par 50,1 mm. Vous remplacez F' par 50 mm. Et vous trouvez que OA est moins 25 049 mm. Donc, moins 25,05 m. C'est-à-dire que le sujet est situé à 25 mètres de votre appareil photo. Ça, c'était une question compliquée. D'accord? Maintenant, ça, c'est tombé. Mais je pense que pour le bac, pour votre bac, ce sera plus déterminer la position de l'image en connaissant la position de l'objet. Là, c'était plus déterminer la position de l'objet en sachant où se trouve l'image. Est-ce que c'est clair? Ça y est, est-ce que tout le monde est déjà dans le lit et puis ils sont disconnectés? D'accord. Alors, pour la taille, tout ce qu'on utilise, c'est la formule de grandissement. Donc la formule de grandissement, c'est ce gamma, A'B' sur AB, c'est égal à OA' sur OA. Et vous, comme vous voulez la taille de l'objet de départ, AB, ben vous avez juste à isoler AB. Et vous arrivez à montrer que AB, c'est OA sur OA', c'est par A'B'. Et vous trouvez en fait 500, c'est le grandissement, multiplié par la dimension de votre pellicule, qui est du 24 par 36. Donc au final, les dimensions de l'objet, c'est 24 fois 500 mm, 36 fois 500 mm, et vous trouvez du 12 fois 18 mm. C'est-à-dire que le sujet qui est plus gros, qui peut rentrer dans sur votre pellicule, peut faire 12 mètres de haut, 18 mètres de large. 100% bac continu, c'est vrai? Oui, parce qu'il a dû parler de ce qu'il a dit alors. Bah, je mets 18 à ceux qui sont connectés, et puis je mets 2 à ceux qui ne sont pas connectés, c'est ça? Ce que tu m'as dit. Ok, j'avance un petit peu. Alors voilà, ça par contre c'est quelque chose qui est plus fréquent maintenant actuellement pour le bac d'art appliqué en physique.
Je vous donne une photo, enfin deux photos, qui représentent exactement la même chose, mais qui n'ont pas été prises sous les mêmes conditions. Donc là, en fait, il y a une photo qui a été prise avec un nombre d'ouverture de 22, et l'autre photo qui a été prise avec un nombre d'ouverture de 11. Je vous rappelle, oh non, j'ai pas fini, d'accord. Mais tu sais que je t'ai envoyé, ma petite Lisa, tout le PowerPoint. Donc vous l'avez. Là, on fait des explications. Ok, merci. Alors, le nombre d'ouvertures, bah justement, il joue sur l'ouverture du diaphragme. Est-ce que vous allez avoir un petit diaphragme, donc peu de lumière qui passe, ou une grosse ouverture avec beaucoup de lumière qui passe? Je vous rappelle que plus le nombre d'ouvertures est grand, moins il y a de lumière qui rentre. Donc, un N grand veut dire peu de luminosité sur votre image. Donc là, on voit bien la photo numéro 1, elle est plus foncée que la photo numéro 2. Donc, la photo numéro 1 a été prise avec un grand nombre d'ouvertures. Photo numéro 1, ça va être n égale 22. Photo numéro 2, ça va être n égale 12. D'accord? Donc, vous avez une plus grande luminosité et en plus, vous avez une augmentation de la profondeur de champ. D'accord? L'image est plus nette avec la valeur de n. Et enfin, ce qu'on vous demandait, sachant que le flux lumineux qui impressionne est constant dans les deux images, précisez s'il doit augmenter ou diminuer le temps de pause quand on passe de la photo 1 à la photo 2. Là, comme la photo 1 est plus sombre que la photo 2 est plus claire, et quand on passe de la photo 1 à la photo 2, il faut avoir un temps de pause qui soit plus important. Comment ça, c'est plus noir? D'autres sont dans le même cas? Alors, attends, je regarde. Pourtant, Malvina, tu as une bonne connexion, il n'y a pas de souci. Là, au contraire, ça marche bien, pour tout le monde. Je n'ai même plus faire mon tour de seconde. Et bien, tu déconnectes, tu reconnectes. Alors, Sébastien, c'est ta connexion. Non, elle est bonne, hein, ta connexion. Ouais, t'as là. Alors, ce qu'on disait, entre la photo 1 et la photo 2, on a dit que le diamètre augmente. Donc, il y a plus de lumière qui va pénétrer dans la chambre noire. La chambre noire, c'est sur la pellicule. Donc, comme vous avez plus de lumière qui rentre, ben, vous pouvez vous affranchir d'un temps de pause qui est grand. Donc, vous pouvez diminuer le temps de pause pour avoir le même flux lumineux. Vous voyez, dans cette partie, il n'y avait aucun calcul, c'est simplement du raisonnement. C'est ce qu'on vous demande d'avoir sur les nombres d'ouverture, etc. Temps de pause, nombre d'ouverture, profondeur de champ. En général, c'est des questions de raisonnement. Il n'y a pas de calcul. Le seul calcul qu'on va vous demander, ça va être la position de l'image, la taille de l'image en utilisant une formule de contribution de grandissement. Malvina, ça va mieux? On parle de quoi? Maël s'éveille. On parle de l'exercice du bac 2006 et là, on est en train de parler sur la relation qui existe entre le nombre d'ouvertures d'un appareil photo et le temps de pause pour pouvoir garder un flux lumineux constant. Sauf ton orthographe, Malvina.
Ok, on passe à la suite, on avance. Là. Voilà. Donc on va passer maintenant, on a vu tout ce qu'il fallait, tout ce qui était point de vue physique de l'appareil photo. Maintenant on va partir sur le côté un peu chimique. Quelles sont les étapes pour développer une photo en noir et blanc qu'on a impressionné sur un film argentique. Donc le principe de la photo, il est super simple pour impressionner une photo sur un film photo. Il y a une pellicule qui va être sensible à la lumière. On l'expose à la lumière un instant très bref. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Des zones qui vont se noircir parce qu'elles sont photosensibles, on appelle ça. Et on va former ce qu'on appelle une image latente. Donc l'image latente, c'est pas l'image finale qu'on va créer, mais c'est une image en devenir. Il va falloir ensuite la développer. Donc c'est celle qui représente le film, elle n'est pas encore développée. C'est pour ça qu'il faut toujours développer un film photographique. Donc pour le développement, c'est l'étape ce qu'on appelle de révélation de l'image photographique. Et ensuite, il va falloir fixer l'image photo pour obtenir le négatif. Une fois qu'on a ce négatif, on va pouvoir vraiment créer la photo, faire un tirage papier. Alors ça, c'est sur les anciens appareils photo, quand il y avait encore des pellicules photo. Maintenant, c'est sûr, on ne fonctionne plus avec ça. On fonctionne avec des appareils numériques. Donc cette fois-ci, ce sont des capteurs, des pixels, des capteurs TCD, qui vont venir capter une information lumineuse et qui vont encoder sous forme numérique. Alors, il y a les puristes de la photo qui disent oui, mais la qualité est moins bonne, etc. On ne peut pas avoir le même rendu artistique. Voilà, c'est un choix. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent uniquement avec des photos argentiques encore actuelles. La difficulté, c'est de pouvoir encore trouver des films de développement photo. Alors, une fois qu'on a fait le tirage papier, il faut révéler la photo sur le tirage et fixer également. Donc en fait, quand on parle de développement photo, il y a d'abord le développement de la pellicule, où on doit développer l'image latente, fixer l'image latente sur la pellicule, et ensuite on utilise cette pellicule pour pouvoir faire le tirage photographique. La photo est donc révélée sur un papier, et encore une fois, il faudra la baigner dans un bain fixateur. On va regarder dans ces étapes en Chine. Alors, déjà, de quoi constituer une pellicule photo? C'est ça qu'il va falloir que vous reteniez, et ce qu'on va voir, c'est que, encore une fois, ça va être lié à des réactions d'oxydoréduction. C'est pour ça que vous êtes tellement bâti avec les oxydoréductions l'an dernier. On va encore en voir ici. Donc, la pellicule, qu'est-ce que c'est? C'est de la gélatine, c'est la base, c'est le support, et qui contient des cristaux d'halogénure d'argent. Alors, qu'est-ce que c'est comme halogène? C'est tous ceux qui figurent dans l'avant-dernière colonne du tableau périodique. Donc, il peut y avoir du brome, il peut y avoir du chlore, il peut y avoir de l'iode, du fluor. Et à ces halogènes, on va associer des ions halogéniques, chlorure, bromure, iodure et fluorure, sauf que les deux derniers, iodure et fluorure, ceux-là, ils ne vont pas servir pour le développement photo. Nous, on va toujours utiliser des ions chlorure, des ions bromure, et encore plus spécifiquement, on va surtout travailler avec du bromure d'argent, donc des ions bromure. Donc les cristaux ils sont obtenus par réaction chlorure de potassium ou bromure de potassium avec du nitrate d'argent. Donc on mélange du nitrate d'argent avec du chlorure de potassium et du bromure de potassium et on obtient justement ces cristaux de chlorure ou bromure d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un précipité des ions ardents dans la gélatine, qui est le support de base de votre pellicule photo, et il va se former des petits cristaux. Et c'est ces petits cristaux en fait que l'on voit lorsqu'on passe le négatif à la lumière. Donc ces cristaux qui sont photosensibles, au départ, ils sont blancs. Est-ce que tout le monde a déjà vu une pellicule photo de l'ancienne génération avant les appareils photo numériques? Oui ou non? Clément, par exemple. Alors les Polaroids, c'est légèrement différent, mais
c'est pas basé sur le même principe. Mais on peut aussi dire, oui, on peut aussi voir que en fait, dans le Polaroid, tu as à la base ton film pelliculaire, ta pellicule photographique, mais à l'intérieur, tu as aussi tout le développement et tout le fixateur. Tu as tout le labo photo dans ton Polaroid. Moi, je parle vraiment des anciens, en fait. Gatto! Réveille-toi! Ah, je crois qu'on a perdu. On a perdu le chat. Bon. Donc, en fait, ces films, ils sont blancs au départ, et quand on les expose à la lumière, ben, ils deviennent noirs. Ce sont des matériaux qui sont dits photosensibles. Ces cristaux sont photosensibles, donc ils passent du blanc au noir. Et c'est pour ça, en fait, que sur une pellicule photo noir et blanc, sur la pellicule, tout est en négatif. Ça veut dire que ce qui devrait être blanc au final apparaît noir sur négatif, et ce qui serait noir au départ apparaîtra blanc. D'accord? C'est tout inverse. Donc, comment est-ce qu'on se forme l'image latente, la prise de la photo? Tout ce qu'il faut connaître, c'est une réaction d'oxydoréduction. Alors, pas exactement, c'est une séparation des cristaux de bromure d'argent. Vous avez donc sur la pellicule, dans la gélatine, des cristaux de bromure d'argent qui sont sous forme solide, et par l'action de l'intensité de la lumière, par l'éclairement lumineux, ces cristaux ils vont se briser. On va briser les liaisons qui existent entre l'argent et le brome. Pour créer quoi? Des ions argent, du brome, et on va libérer un électron. Alors, voilà ce qui se passe en fait quand la lumière tape sur les cristaux de bromure d'argent de la pellicule. En fait, le cas général, si on n'a pas du bromure mais du chlorure, par exemple, à place de X, on aura pris L. Il sera toujours la même équation. Et au bas, qui vous tourne tout le temps, c'est l'équation pour le bromure d'argent. D'accord, c'est très longtemps que c'est passé. Donc, l'électron qui est libéré, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va aller pouvoir se fixer sur le cation argent. Donc, l'électron libre va réagir avec l'ion argent, et l'ion argent va subir une réduction, puisqu'il va capter un électron pour se transformer en argent solide, et donc c'est vraiment un cristal d'argent qui va se fixer sur la photo, sur la pellicule. Ça me déconnecte tout le temps. Ben, c'est ta connexion qui ne doit pas être bonne. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Là où il y a de la lumière qui a tapé, ben, on a des petits agrégats d'atomes d'argent. C'est juste quelques atomes. Hein. Donc on ne voit pas encore vraiment la photo. On ne voit pas le négatif. C'est une image qui est dite latente. Donc on va avoir des zones où il va y avoir pas mal de grains d'argent, et des zones où, au contraire, il y aura plutôt des ions argent qui sont simplement en suspension dans le gel. Et donc, à ce stade, l'image, elle n'est pas perceptible sur le négatif. Elle est trop peu intense, et c'est ce qu'on appelle l'image latente. Donc l'image latente, elle n'est pas perceptible à nos yeux. C'est pour ça qu'une fois qu'on a fait la prise de vue, il va falloir révéler, d'accord, cette prise de vue. Donc, comment on va faire? Vu qu'on a quelques grains d'argent par-ci par-là, et bien autour de ces grains, on va pouvoir, on va développer tout autour, là où il y a des grains, on va développer l'image et forcer à ce que de nouveaux grains d'argent se forment. C'est ce qu'on appelle la révélation de l'image latente. Je peux passer à la diapo suivante. Alors ça, c'est un schéma justement qui vous permet de voir un peu, qui vous résume ce qui se passe. À l'obscurité, vous avez votre émission photographique, votre gel, qui contient des ions bromure, des ions argent. La lumière arrive, cette lumière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire se transformer des ions bromure en brome avec une libération d'un électron. Cet électron va être capté par un ion argent pour former des grains d'argent qui vont être visibles.
Et donc, à certains endroits, on va avoir une densité de grains d'argent plus ou moins importante. Et là, on est à l'étape de l'image latente. Et donc, au final, il va falloir révéler cette image. Ayez ce schéma en tête. Ça vous permet d'expliquer beaucoup de choses. Donc, pour développer une photographie, alors, je n'aurais pas dû parler de développement photographique, mais là, c'est plutôt le développement du négatif, si vous voulez. Ce qu'on veut, c'est amplifier la quantité d'argent. Alors, la quantité d'argent, c'est des petits grains d'argent qui sont par paquet, ce qu'on appelle l'argent colloïdal. Non à connaître, c'est jamais tombé au bac, je ne pense pas que ça tombe, mais voilà. Peut-être ça peut tomber dans des documents et on peut vous demander qu'est-ce que ça signifie que l'argent colloïdal. L'argent colloïdal, ce sont des grains d'argent qui sont agglomérés dans l'image latente, tout bêtement. Et donc en amplifiant cet argent colloïdal, on va faire apparaître un véritable contraste sur notre négatif. Donc entre des zones qui ont été éclairées et des zones qui n'ont pas été éclairées. Donc l'amplification, elle s'effectue grâce à ce qu'on appelle un révélateur. Et c'est une fois qu'on a plongé la pellicule dans le révélateur qu'on obtient le véritable négatif. Le problème, ce n'est pas la seule étape. Le révélateur va amplifier la quantité d'argent colloïdal, mais il ne va pas falloir le laisser trop longtemps dans un révélateur. Parce que si vous amplifiez et que vous n'arrêtez jamais l'amplification, et bien qu'est-ce qui va se passer? C'est toute la pellicule qui va devenir noire. Et donc vous allez perdre l'image photo. Donc il faut le mettre pendant un certain temps dans un révélateur. Et ensuite, il faut tout de suite le mettre dans de l'eau ou dans un bain qui va permettre d'arrêter la propagation et l'amplification de l'argent colloïdal, ce qu'on appelle la fixation de l'image. Donc ça stoppe la réaction d'amplification. Donc vous avez l'image latente. Cette image latente, vous devez la révéler par amplification. Et une fois que c'est révélé, il ne faut pas oublier de fixer votre image. Ça, vous avez fait ça. Donc ça, c'est une image que j'ai trouvée dans un vieux sujet de bac aussi d'art appliqué. Et qu'est-ce que l'on a? On a des zones éclairées, on a quelques petits grains d'argent. Des zones moyennement éclairées, on a quelques petits grains d'argent. Et des zones sombres, là par contre, on n'a aucun grain d'argent qui a été créé. Ça, c'est notre image latente. Cette image latente, on va la révéler en développant autour des sites où il y a déjà de l'argent colloïdal d'autres atomes d'argent. Donc on passe de cette étape à celle-là. Ça, c'est l'image qui va être révélée. On a une quantité d'atomes d'argent qui va être plus importante. Sauf aux endroits, bien entendu, où on a des zones sombres, après, sombres. Donc pas d'atomes d'argent. Et enfin, on fixe l'image. Fixer l'image, ça veut dire complètement noircir l'endroit où on a développé notre argent colloïdal. Voilà ce qu'on veut. Alors, là où il y avait beaucoup d'atomes d'argent, on noircit. Là où il n'y en avait pas beaucoup, on enlève ces atomes d'argent. On laisse. On fiche notre image. Voilà pour le développement photo. Alors, ce que l'on va voir, c'est la partie chimique. Ce qui se passe exactement entre pour ce qu'on appelle l'agrandissement. L'agrandissement, c'est l'étape qui permet de passer l'image latente à l'image révélée. C'est agrandir les grains d'argent. C'est pour ça qu'on parle d'agrandissement. Alors, donc, la révélation et l'agrandissement, on multiplie la quantité des grains d'argent. Le principe de la révélation, c'est basé sur le fait que lorsqu'un cristal d'argent va se former, il va s'agrandir autour des autres cristaux d'argent qui sont déjà formés. Les cristaux d'argent sont déjà formés et ils ont été créés par les photons qui sont arrivés sur la pellicule. Et donc l'image latente, elle va se contraster au fur et à mesure si on réduit les ions argent en atomes d'argent. Et cette opération, on utilise un réducteur, puisque ce que l'on va faire, c'est réduire les ions argent en atomes d'argent. C'est donc une réduction. Pour subir une réduction, les ions argent ont besoin d'être en contact avec un réducteur. Ce réducteur, c'est l'hydroquinone dans le schéma. C'est un phénol, un biphénol. On appelle ça puisqu'il y a deux groupes qui caractérisent les alcools et un cycle de phénol. Sachet représenté OH
Ça caractérise quoi? Ça caractérise la famille des Celton. Ça, vous devez le savoir, on a écrit nombre. Alors, l'opération d'agrandissement, bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle doit être limitée dans le temps. Sinon, vous allez noircir tout le négatif. Vous commencez à agrandir, par exemple, cet endroit, ben, ça va se propager de façon circulaire, et si on ne l'arrête pas, ben, ça va prendre toute la pellicule. Il faut savoir l'arrêter au bout du moment. Et pour ça, on va utiliser le fixateur. Dans le bain de fixage, donc une fois qu'on a placé l'hydroquinone sur notre image d'attente, on prend un certain temps, ce bain, et on plonge maintenant la pellicule photo dans un bain de fixage. Le bain de fixage contient des ions thiosulfate à CO3 de moins, et c'est eux qui vont servir à fixer justement votre image. On parle de complexation des ions argent résiduels. Voilà. Je ne vous demande pas de retenir ce terme. Ce sont des réactions de chimie, des complexations. On va créer un complexe. Un complexe, c'est un composé chimique qui contient ici un ion argent et qui s'entoure d'ion sulfate. Donc ça stabilise les atomes d'argent. Et donc ces atomes d'argent ne vont pas de nouveau se transformer. Donc, une fois qu'on a fait le fixateur, c'est là qu'on va pouvoir justement rallumer la lumière. Alors, quand on fait toutes les étapes de révélation d'agrandissement, on se place en lumière au rouge. Pourquoi les lumières rouges? Parce que justement, les lumières rouges, elles n'ont aucune incidence sur les réductions des ions argent. D'où le fait qu'on travaille en lumière rouge. Alors, en résumé, le schéma suivant va indiquer les 3 grandes étapes chimiques qui sont nécessaires à un développement photo. Et ces 3 étapes, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Donc, première étape qui se passe dans l'appareil photo, on active les grains exposés à la lumière, donc on forme l'image d'attente. Au laboratoire, on révèle l'image d'attente, donc on fait un agrandissement grâce à un révélateur. Et enfin, toujours au laboratoire, on fixe cette image et on élimine donc les grains, les ions argent qui n'ont pas été éliminés, on les vire grâce à un fixateur, qui est un bain de thiosulfate. Voilà les 3 étapes qui se passent pour obtenir une image sur une pellicule. D'accord? Après, cette pellicule, on va l'utiliser justement pour obtenir une photo. Appareil photographique numérique. Ouais. Ça, je vous en parle aussi, l'appareil photo numérique. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on n'a qu'une pellicule, mais on va travailler avec des pixels, des capteurs qui vont capter certaines informations au nom de la lumière. Alors, il y a plusieurs instruments qui permettent une numérisation d'image. Scanner, l'acquisition d'une image plane, petite taille, appareil photo numérique, il y a aussi les caméscopes, etc., etc. Et tous sont basés sur le même principe, sur des capteurs PCD. Alors, capteurs PCD, les Total Charge Device, ou en français, ils détectent les dispositifs à transfert de charge. Pas besoin de vous sacher le truc. Donc en fait, c'est l'élément central de la numérisation. Il va transformer un signal lumineux en signal électrique. Si on compare ça à l'œil humain, c'est pareil que notre rétine. Qui a au fond de l'œil, notre rétine, elle capte un signal lumineux et le transforme en un signal électrique qui sera conduit via le nerf optique à notre cerveau pour être analysé. Donc la rétine de notre œil, pour un appareil photo numérique, est constituée par le capteur CCD. Pour faire le distinguo, on a un objet. L'objet transmet un signal lumineux par réflexion. Le capteur, c'est soit notre œil, précisément notre rétine, soit le capteur PCD pour un appareil photo. On a tous les deux un signal électrique qui va être formé, sauf que celui qui va analyser l'image, ce signal électrique, pour l'homme, c'est le cerveau, c'est ce qu'on appelle un CAN, un convertisseur analogique numérique. Donc le message sortant du capteur, il est analysé par ce convertisseur analogique numérique.
qui va transformer les données reçues par le capteur CCD en informations binaires, c'est-à-dire du numérique, une suite de 0 et de 1. Le but, comprendre comment est-ce qu'on va transformer une information en 0 et en 1. Et vous, ce qu'il va falloir savoir faire, c'est transformer une suite de 0 et 1 en une image. Comment on va faire? Donc le principe de fonctionnement d'un appareil photo est simple. On a bien entendu notre objectif. Donc l'objectif, c'est simplement une lentille. Le capteur, c'est plus une pellicule photo, mais c'est un capteur, qui sont une barrette de capteurs CCD, qui envoie une information vers un convertisseur analogique numérique. Et enfin, ce processeur de signal numérique va stocker les photos et toute l'information numérique dans une mémoire de stockage. Après, vous utilisez cette mémoire de stockage pour transférer les photos là où vous avez. Pour faire l'analogie avec l'œil humain, ça c'est des techniques qui peuvent tomber au baccalauréat. Une image, elle se forme sur la rétine, qui est composée par des bâtonnets et des cônes. Les bâtonnets permettent de percevoir la luminosité et le mouvement, alors que les cônes, eux, permettent de différencier les couleurs. Donc au bac, ce qu'on peut vous demander, c'est quelle est l'utilité des cônes sur la rétine. Les cônes permettent de différencier la couleur. Il ne parle pas beaucoup des bâtonnets. Mais les bâtonnets, si vous le savez, c'est toujours bien à le dire. Ça permet simplement d'être sensible à différentes luminosités et ça permet aussi d'avoir cette sensation de mouvement. Donc il y a 3 cônes, on va vraiment rester sur le cône. Un cône pour le rouge, un cône pour le vert et un cône pour le bleu. Et les capteurs CCD, c'est la même chose. Chaque petit capteur CCD est composé par 3 sous-capteurs. Un capteur qui est sensible au rouge, un capteur qui est sensible au vert et un capteur qui est sensible au bleu. Alors, et qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer cette lumière. En fonction, si on fait du rouge et plus du bleu, on va obtenir du magenta. Si on fait du vert plus du rouge, on va obtenir du jaune. Et si on fait du bleu plus du vert, on va obtenir du cyan. Et après, pour avoir les 16 millions de couleurs, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer sur les niveaux d'intensité de chacun de ces pixels. Soit on met plus de bleu, soit on met plus de rouge, soit on met plus de vert. Et avec ça, vous pouvez obtenir 16 millions de couleurs différentes. Ce qu'on va étudier. Donc, aussi la grosse différence entre un capteur CCD et un œil, notre œil, comme on l'a dit, il est sensible aux longueurs d'onde entre 400 et 700, 800 nanomètres. Sa sensibilité principale est centrée à 555 nanomètres, c'est-à-dire dans le vert. C'est pour ça que notre œil est très sensible au vert et moins sensible au rouge et au bleu. Alors qu'un capteur CCD, lui, bien entendu, il est sensible aux couleurs visibles, mais il peut aussi être sensible à d'autres types de longueurs d'onde, des trucs invisibles. On pourrait faire des photographies de choses que l'on ne voit pas, en UV, en infrarouge, voilà. Alors, on terminera juste sur le contraste et la luminosité. Ça, je vous demande juste de lire. Qu'est-ce que c'est que la définité plus pour vos connaissances, je pense que vous connaissez déjà. Les différents contrastes qui existent, les 7 types de contrastes. On peut vous demander en physique quel type de contraste et sur quel type de contraste tu as fait cette photographie ou cette peinture. Voilà, ça peut être une question de physique. Donc déjà, la définition du contraste, c'est une différence entre deux choses. Et donc, ce que je vous demande de connaître, c'est les 7 contrastes de couleurs. Donc, là, il y a en gros, c'est le contraste de couleurs en soi. Donc, on met 3 couleurs de nature nettement différentes, et vous obtenez, en général, 3 couleurs primaires ou les 3 couleurs secondaires. Si vous mettez les 3 couleurs primaires, vous avez un contraste de couleurs en soi, ou les 3 couleurs secondaires. Exactement pareil, c'est un contraste de couleurs en soi. En fonction, comme on l'a fait bien, etc. Donc à chaque fois, donc comme vous l'avez, c'est très bien. Ça, vous pouvez regarder sur le PowerPoint que je vous ai envoyé, qui est exactement celui-là. Pas de problème. Et là, j'ai trouvé en fait des œuvres qui jouent justement sur le principe de contraste de couleur en soi. Donc ici, vous voyez bien le contraste pour passer d'une couleur à une autre sur les couleurs secondaires et sur les couleurs primaires.
Ensuite, le contraste clair-obscur. Donc, quand vous opposez une couleur sombre avec une couleur claire, le noir et le blanc, le violet et le jaune, d'accord? Donc, à connaître. Pour les utiliser, en général, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le cercle chromatique, que vous connaissez bien, je pense. Et là, on va utiliser justement deux couleurs opposées. Par exemple, le vert est opposé au rouge, le bleu est opposé au jaune, orange, etc. Vous jouez sur des couleurs complémentaires pour jouer sur le contraste de clair-obscur. Là encore, trois œuvres qui jouent sur le contraste clair-obscur, Picasso, Rembrandt, Georges Braque, où vous avez vraiment ce contraste qui apparaît nettement sur ces trois œuvres. Le chaud-froid, donc là c'est pour jouer sur des couleurs qui nous suggèrent le chaud et le froid, rouge, bleu. D'accord. Le rouge, l'orangé, le jaune, c'est plutôt des sentiments de chaleur. Le vert, le bleu, le violet, c'est plutôt des sentiments de froid. D'accord, l'eau, le ciel, etc. Pareil, là encore, vous avez des contrastes de chaud-froid qui sont donnés dans ces deux œuvres, que je vous laisse regarder. Contraste des complémentaires, il ressemble à celui qu'on avait vu tout à l'heure sur les variations de... Mais là, on est vraiment basé sur les oppositions au cercle chromatique. Une des plus connues, on n'a pas tué la résurrection du fils de Théophile. Là, on joue vraiment sur le rouge et le vert, comme par exemple sur ce cas que je connais pas. Le contraste de qualité, donc là, on va jouer sur des couleurs qui sont saturées, très lumineuses, et au contraire, des couleurs qui vont être teintes et ternes. Donc là, j'avais mis, par exemple, là-dessus, le pointillisme joue là-dessus, beaucoup. Couleurs très lumineuses au centre et autour, des couleurs plutôt ternes. Pareil, alors je n'ai pas retrouvé le nom de cette œuvre, mais où on a des couleurs très lumineuses sur certains carrés, et pour faire apparaître ce contraste de qualité, ben justement, on va jouer sur plutôt la stylisation, et on va opposer les couleurs qui vont être saturées et le contraste de quantité, bah là, ça va être du grand ou du petit, beaucoup d'une couleur, beaucoup moins d'une autre. Alors voilà sur les sensibilités sur lesquelles on peut jouer. Là, en général, on joue beaucoup sur, on voit beaucoup d'œuvres sur lesquelles on joue sur du rouge et du noir. Une petite pointe de rouge bien centrée va ressortir énormément par contraste sur le noir. Alors que le bleu va beaucoup moins ressortir sur le noir. La simultanée, le contraste simultané. Les couleurs pures, en général, elles attirent beaucoup plus facilement votre œil. Donc, en jouant sur le sentiment physiologique de la perception, donc vous allez avoir, être beaucoup plus dirigé vers un endroit. La couleur que vous allez utiliser va diriger l'œil de votre spectateur à un endroit bien précis. C'est là-dessus que l'on joue avec le contraste simultané. Voilà. Tout ce qui sera luminosité, etc., on le verra la prochaine fois. C'est beaucoup de choses. Moi, je veux absolument qu'on voit tous les contrastes et je veux absolument que vous connaissiez tous les contrastes. D'accord? C'est ça que pour moi, c'est la fin. Voilà, voilà. Alors, j'ai eu des explications pourquoi ça plantait. J'ai quelqu'un qui travaillait sur le réseau, bêtement, et donc le réseau de vente a été un peu saturé. Là, ça va. Donc, on se voit mercredi, 9h. C'est ça? Non, pardon. Mercredi, 11h. À 9h, attendez. 9, 11. Non, ce sera 12h. D'accord? Donc je note et je vous envoie un mail. On se retrouve mercredi à 12h. Et là, cette fois-ci, on fera des exercices. Ça, c'est vraiment du cours, simplement. On va parler de la luminosité, on va développer au fur et à mesure. Il faut qu'on avance sur ce chapitre de façon à ce que quand vous rentrez, on fasse le dernier et on va les proposer. Voilou. Et je poste ça au plus